Bonjour à tous, bienvenue dans Racing Channel numéro 52 pour une émission estivale particulièrement ensoleillée, comme vous pouvez le constater. On démarre tout de suite avec la quatrième et avant-dernière manche de la Yamé Series sur le circuit de Genk où 153 pilotes s'étaient donné rendez-vous, le tout avec une météo légèrement mouvementée, ce qui a donné bien entendu des courses extrêmement disputées. Le résumé complet des Yamé Series sur le circuit de Genk grâce à Prodif et le RACB, c'est parti. Vous êtes un passionné de moto à la recherche d'une tout-terrain, routière ou sportive? Alors n'hésitez pas à venir pousser les portes de chez Moto-D. Ce sont près de 20 années d'expérience que nous mettrons à votre service afin de vous donner des conseils professionnels sur le choix de vos envies. Moto-D, le numéro 1 de la moto d'occasion. Le karting Genk accueille la quatrième et avant-dernière épreuve de la Yamé Series Benelux. Un rendez-vous crucial bien évidemment dans la course au titre, notamment dans la catégorie mini des jeunes pilotes ayant entre 7 et 11 ans. Au moment du départ de la finale, il ne pleut plus mais la piste est encore bien humide. Pour les jeunes pilotes de 7 à 11 ans, la tension est à son comble. Ils n'ont toutefois pas de problème dans le choix des pneumatiques. En mini, on roule uniquement avec des pneus slick. Clément Outran prend donc place en pole position pour cette finale. Déjà vainqueur à Austricourt, il vise un deuxième succès cette année. Le départ est animé et au premier virage, malheureusement, Thibaut Géladé mais aussi Liam Gulpen, le numéro 832, voient déjà leurs espoirs de podium s'envoler. Devant, Clément Outran mène et derrière lui c'est René Lamers, parti depuis la 10e position, qui se retrouve à la chasse. Le fils de Yann Lamers, vainqueur des 24 heures du Mans 1988 avec Jaguar, a décidément de qui tenir. La bagarre pour la 3e position avec Maxence Verbrugge qui double ici le néerlandais Dylan Visser pour se placer sur le podium provisoire. Pendant ce temps, Sacha Van Pas-de-Poche vit décidément un week-end à oublier avec un nouvel accrochage lors de cette finale et finalement une lointaine 13e place, il garde néanmoins la tête du championnat. La lutte pour la 2e place sera intense jusqu'au bout entre René Lamers et Maxence Verbrugge, mais c'est finalement le jeune néerlandais qui aura le dernier mot. Clément Outran, lui, remporte la finale, c'est sa 2e victoire après celle d'Austricourt. En ce milieu du mois d'août, la Yamé Series Benelux fait sa rentrée sur le karting Genk, mais la météo est plus automnale qu'estivale avec des averses de pluie assez régulières. 36 pilotes se sont donné rendez-vous dans la classe X30 Junior des 12-15 ans, une catégorie toujours plus internationale avec un Écossais leader du championnat et en pole position, il s'appelle Cyan Shields. Grande nouvelle, il ne pleut plus pour la finale. La piste est bien grasse, mais tous les favoris optent pour des pneus slick. Ceci dit, Zach Ripley doit avoir le cœur qui bat un peu plus vite que d'habitude au moment de se placer en pole position devant Yanni Steven Haydens. Le Belge a l'avantage de bien connaître ce circuit de Genk et il espère en profiter. Le départ est donné, ils sont en slick sur une piste glissante et regardez, c'est limite pour Yanni Steven Haydens qui parvient néanmoins à négocier ce premier virage. Et si Zach Ripley a pris le meilleur départ, Yanni Steven Haydens derrière passe directement à l'offensive. Il a d'abord doublé Erolin Nuredini avant de prendre la tête dès la fin du premier tour. Zach Ripley, Lucas Tallman sont juste derrière lui. En attendant, on assistait à une première victoire belge cette année grâce à Yanni Steven Haydens, absolument intouchable lors de cette finale. En X30 cadet, la classe des 10-13 ans, le favori Milan Kok répond présent dès les essais qualificatifs. Le néerlandais déjà leader du championnat se place en effet en pole position. Au moment de se placer sur la grille de départ pour la finale, la piste est redevenue sèche. Milan Kok et Ryan Moya sont en première ligne, Simon Lacroix et Kimi Abraham sont sur la seconde. Inutile de dire que le I3 a soif de revanche. 8 pilotes seulement sont au départ dans cette catégorie, mais vous allez le voir, ça n'empêche pas de vivre des courses très spectaculaires. Milan Kok est le premier leader, il creuse un petit écart d'autant plus facilement que derrière ça se bat avec Simon Lacroix et Ryan Moya qui se disputent ici la 2e position devant Kimi Abraham, une fois toi, une fois à moi.
On pense que Ryan Moya est parvenu à faire la différence, mais pas pour longtemps. Kimi Abraham et puis Simon Lacroix parviendront tous les deux à reprendre l'avantage. Le champion de Belgique de karting indoor est finalement 4e de cette finale devant Théo Pirmet qui rentre lui aussi dans le top 5. Tout à l'avant, Milan Kok croyait avoir course gagnée, mais Kimi Abraham, à coup de meilleur tour en course, revient comme une fusée. Et sans hésitation, à 2 tours de l'arrivée, il fait la jonction et plonge à l'intérieur. Voilà un changement de leader inattendu 5 minutes plus tôt. Kimi Abraham s'impose donc lors de cette finale de Genk et il garde ainsi une toute petite chance au championnat. Il lui faudra toutefois réaliser un parcours parfait à Mariembourg s'il veut devancer Milan Kok, dont la régularité avec ses 2e places est décidément un élément clé. La météo a été d'autant plus capricieuse lors des essais qualificatifs disputés sur une piste séchante et certains des favoris de la catégorie X30 Senior ont trébuché. On ne peut pas vraiment parler d'un grand soleil, mais le ciel est plus clément pour la finale et la piste est sèche. Est-ce que cela va changer la hiérarchie ? Nick Smith, qui est en pole position, ne l'espère pas, au contraire de Joey Van Splinteren, qui part sur la ligne extérieure. Tur Stalmans et Bo Heymans se retrouvent sur la 2e ligne de la grille de départ de cette finale. Le départ est donné pour les 34 finalistes. Nick Smith sur la ligne intérieure parvient à conserver l'avantage. Il emmène derrière lui Joey Van Splinteren et tout le reste du peloton. Étonnamment, ça se passe bien pour tout le monde dans ce premier virage. Les Néerlandais Nick Smith et Joey Van Splinteren prennent rapidement le large avec le champion en titre qui s'impose à son compatriote pour se retrouver en tête. Derrière, Tur Stalmans mène la chasse, il est 3e. Gilles Stadsbader en 4e position peine quant à lui à suivre le rythme des leaders. Pour la 3e place, Matteo Raspatelli parvient à accrocher cette position sur le podium à Nick Smith, de quoi garder une toute petite chance d'être champion en fin d'année. Une toute petite parce que en tête de la course, Joey Van Splinteren résiste jusqu'au bout à Tur Stalmans. Il s'impose pour 22 millièmes de seconde. Plus encore que dans les autres catégories, la météo a joué un rôle d'arbitre en X30 Master. Dans cette classe des plus de 25 ans ou des plus de 75 kg, le leader du championnat, Fabio Kiltica, s'est fait surprendre par une averse lors des essais qualificatifs. Il est seulement 16e avant les manches qualificatives. Parti depuis la 16e place, le Liégeois a gagné 10 positions pour revenir 6e après les manches. Voilà ce qui s'appelle limiter les dégâts. La grille de départ de la finale, qui se disputera cette fois sur une piste sèche, voit donc Hubert Bautier se placer en pole position devant Benjamin Berkmans Jr., le vainqueur de Mariembourg face au vainqueur de Francorchamps. Et puis on a Quentin Henry en 3e position et Freddy Simpson Stacey, un Britannique, 4e. Au moment du départ de cette finale, Hubert Bautier emmène d'emblée le peloton. Derrière, ça passe pour tout le monde dans le premier virage. Seulement 7e sur la grille de départ, Patrick Pierce a pris un départ canon et il est 2e derrière Hubert Bautier, menant la chasse donc du leader. Et c'est loin d'être terminé, le podium est décidément l'objectif de pas mal de pilotes ici. Fabio Kiltica s'énerve quelque peu, mais devant c'est le néerlandais Jim Ringelberg, numéro 407, qui en a profité pour prendre la 3e place. Freddy Simpson Stacey, 4e à ce moment, sera pénalisé pour une mauvaise fixation du spoiler avant. Tout profit pour Fabio Kiltica qui hérite ainsi de la 4e place et garde la tête du championnat. Devant, Patrick Pierce met la pression jusqu'au bout, mais c'est bien Hubert Bautier qui s'impose. Plus que jamais, les essais qualificatifs et la météo ont joué un rôle. On prend la direction du Hainaut dès à présent avec les boucles chevrotines. Cette épreuve du championnat ASAF ou Fédération Wallonie-Bruxelles avait attiré une forte délégation étrangère sur ce très beau parcours qui rappelle des grands moments du Bianchi Rally. Le reportage est signé La Sangle, j'ai photographié Rallye 054, direction le Hainaut, c'est parti. Trouve le pictogramme Ma Balise NFC, approche ton smartphone, accède à du contenu enrichissant. Avec Ma Balise, offrez une nouvelle expérience à vos clients. Avec Ma Balise, entrez dans l'ère du commerce 3.0. Ma Balise, marketing de proximité. Ne risquez plus que vos clients trouvent vos produits sur le site de vos concurrents. www.mabalise.be. Voilà que le rallye provincial se hisse au rang d'épreuve internationale. En effet, un Anglais remporte la division 4, un Suisse empoche la catégorie historique et enfin
l'honneur est sauf, un Belge s'adjuge la division 1-2-3. Avec près de 130 équipages au départ, une spéciale de Rance entièrement remaniée, cette édition des boucles chevrotines avait de quoi ravir les équipages, qu'ils soient belges ou étrangers d'ailleurs. Dès les premières spéciales, ce sont 2 Anglais et un Français qui occupent les 3 premières places. La sortie de Mark Holmes dans le 2e chrono change quelque peu la donne et c'est son compatriote David Campling qui en profite pour lui signer le scratch et commencer sa remontée sur Jean-Noël Tournet qui ne pourra pas contenir bien longtemps les assauts de la Subaru ex de ferme. La lutte pour la 3e place est serrée entre Vertomen, Lapaille, Vredax et Hirst. Ils ont malheureusement tous les 4 été contraints à l'abandon pour des raisons diverses. Ce fut tout profit pour Christian Guillemin qui signe ici une très belle performance au volant de sa Porsche qu'il alignait pour la première fois ici à Sautin. L'Irlandais John Reddington s'incline avec honneur face à la Porsche et Édouard Jean Masquelier clôture ce top 5. En division 1-2-3, où les pneus conventionnels sont obligatoires, c'est Vincent Gallet qui a survolé l'épreuve de bout en bout. Avec 4 victoires consécutives cette saison, il est de loin le maître incontesté de la division. Derrière, la bataille fait rage entre Eddy Marek et G, pilote évoluant sous les couleurs de Racing Channel. En première boucle, notre G n'est pas encore au mieux de sa forme. Il concède, ça et là, quelques secondes à Marek et à Stéphane Hubin. Il rentrera tout de même 2e de cette première boucle. Mais Eddy Marek n'est qu'à quelques secondes et Stéphane Hubin n'est pas très loin non plus. Enfin, G se lâche et commence à creuser l'écart. La 9e spéciale sera fatale pour l'un et la consécration pour l'autre. Eddy Marek est contraint à l'abandon en raison de soucis électriques et G, lui, s'offre le scratch de la spéciale, le seul que Vincent Gallet voudra bien concéder. Le retrait de Marek profite aussi à Stéphane Hubin, autre pilote évoluant sous les couleurs de Racing Channel. Stéphane, souffrant de la chaleur et de reflux d'essence dans l'habitacle, était au bord du malaise durant cette 10e spéciale. L'annulation des 2 dernières portions chronométrées ne fut pas pour lui déplaire et ainsi s'assurer un résultat. Vincent Gallet sur la plus haute marche, G, notre éternel Poulidor, 2e, et enfin Stéphane Hubin sur la plus petite marche de ce podium fort disputé. Anthony Kirsch dans le top 5 depuis le début de l'épreuve et donnant du fil à retordre à Hubin, jettera le gant suite à la casse de son moteur. Il laisse ainsi la 4e place à Michael Nuet à près d'1 minute du podium. Près de 2 minutes 30 derrière, Guy Grosjean clôture ce top 5 au volant d'une Peugeot 205 bien moins performante que ses devancières. Il ne pouvait pas espérer de meilleurs résultats au vu du plateau. Le peloton de chasse est emmené par la Suzuki Swift de Marc Delfosse qui remporte au passage la classe 8. Xavier Dereau, au volant de la Citroën DS3 HDI, s'empare de la 7e place et de la victoire en classe 5. Lui aussi a senti le souffle de son poursuivant, l'excellent Loïc Dumont qui hisse sa Peugeot 106 au 8e rang. Arnaud Vink, 9e, et Guillaume Meunier vient clôturer ce top 10 de la division 1-2-3. Au rayon des historiques, ne cherchez pas. Comme d'habitude, cela se résumait en une coupe escorte. Mais ne vous y trompez pas, le plateau est relevé. Et c'est une MK1 qui devance toutes les MK2. Bien qu'ayant dû composer avec quelques soucis de frein en fin de parcours, le Suisse Florian Gonon monte sur la plus haute marche de ce podium. Il devance son poursuivant Jean-Pierre Van à près d'1 minute. Tim Freeman s'empare de la plus petite marche du podium. Étraînant sa nouvelle monture, Christophe Jacob abandonnera assez rapidement sur ennui mécanique, tout comme l'anglais Ben Friend. Autre prétendant aux avant-postes, l'anglais Simon Crook se retire en raison de problèmes électriques. Voilà, c'est sur ces images que se termine cette édition des Boucles Chevrotines 2019. Focus maintenant sur un grand monsieur du rallye belge et mondial, j'ai nommé monsieur Bruno Thierry. En remerciement pour les services prestés en championnat du monde, Thierry Neuville avait proposé l'Opel Corsa, vu notamment au Legend Boucle à Bastogne, à Thierry, au rallye d'Ypres. Il en a fait un excellent usage, comme vous allez pouvoir le constater. Le reportage est signé Mediasport et le BRC. On regarde tout de suite, c'est parti. Racing Channel présente les apérétros pour Oldtimers.
Rendez-vous de 5 à 7 le premier vendredi de chaque mois. Retrouvez tous les détails de l'organisation sur la page Facebook de l'ASBL Ose. Superstage et l'organisation Arova vous donnent rendez-vous le dimanche 15 septembre 2019 à Oudenarde pour la 5e édition du Arova Short Rally. Arova Short Rally, un événement Superstage. Info sur www.arovashortrally.com. Eh bien oui, si bon nombre de pilotes étaient impatients d'être au départ du dernier Hyper Rally, d'autres étaient plutôt agréablement surpris d'y participer. Tout comme un certain Bruno Thierry qui 2 semaines plus tôt n'aurait osé imaginer être au départ de la Manche Master du 55e Hyper Rally. Une surprise, ou plutôt un cadeau offert par nos représentants WRC Thierry Neuville et Nicolas Gilsoul. Ah, ça c'était clair que c'était pas du tout prévu, même dans mes rêves, de participer au rallye de Ypres. Hein. C'est Thierry, Nicolas et Julien, avec l'organisation Alain Pénas, qui ont dit tiens, pourquoi on n'essayerait pas de faire rouler Bruno et Julien, parce que nous ça fait maintenant 4 ans qu'on fait l'ouverture avec Julien et qu'on collabore avec Julien. On s'entend vraiment bien nous 4 avec Thierry et Nicolas. Et on s'était toujours dit, Thierry avait toujours dit, il serait bien une fois que vous fassiez un rallye ensemble. Et ouais, sans plus. Et alors, à mon insu, ils ont organisé cette présence ici à Ypres. C'est avec la voiture personnelle de Thierry, parce qu'il ne faut pas oublier que ça, c'est sa vraie voiture de l'époque. Donc, il faut y faire vraiment attention. Et quand ils m'ont annoncé cette excellente nouvelle, je n'y croyais pas. Et surtout quand j'ai vu la voiture, qu'elle était finie avec les couleurs qu'ils m'ont fait, parce que c'est franchement remettre les couleurs de l'époque. L'idée était sensationnelle. Là, je vis un rêve. Franchement, chaque kilomètre que je fais, c'est que du bonheur. Comme dirait Thierry Neuville, c'est une petite voiture, mais c'est très nerveux et agréable à piloter. Comme nous confirme également Bruno Thierry, après avoir découvert les performances de ce petit bolide. Ici, j'ai découvert l'auto shakedown. Elle était un petit peu nerveuse au début parce que c'est la première fois qu'on roule avec des pneus racing. Et là, on essaie tout en roulant d'un peu adapter les suspensions, mais je suis persuadé qu'il y a moyen de faire des super temps avec cette auto-là. La dernière apparition de Bruno Thierry sur le Hyper Rally remonte à 2014, à l'époque au volant d'un autre petit bolide, l'Opel Adam du team Simtech. C'était il y a 4 ans avec l'Opel Adam. Et on avait fait la présentation de la nouvelle Opel Adam. Et malheureusement, ça s'est terminé très vite parce que je ne sais pas si vous vous rappelez, mais c'était une époque où il y avait beaucoup de petites tractions avant avec les Stéphane Lefebvre et tous les cracks de l'époque. Il y avait 35 voitures au départ. Et on avait fait la présentation de cette auto-là avec le team Simtech. Et donc c'était vraiment un truc très agréable, c'était bien organisé, on avait une voiture d'usine et tout. Le team Opel d'ailleurs était ici. Et on était très bien puisqu'on était 4e après 4 spéciales à, je pense, 12-13 secondes de Stéphane Lefebvre. Et malheureusement, si vous vous rappelez, on a été victime d'un wildcat, d'une grosse pierre au milieu de la route et ça nous a cassé toute la voiture. Heureusement, sachant que c'était un team officiel, ils ont remplacé des pièces pendant la nuit et le lendemain, on a fait des tests. Les montées historiques attirent toujours la toute grande foule, que ce soit au niveau des concurrents ou au niveau des spectateurs, on se bouscule toujours au portillon. La montée historique du Maquisard, disputée dans les environs de Spa, n'a pas dérogé à la règle. Amateurs de grands travers ou de véhicules purement historiques, ces 2 minutes 30 sont faites pour vous. Le reportage est signé GeoIn97. Regardez. Vous êtes un passionné de moto à la recherche d'une tout-terrain, routière ou sportive, alors n'hésitez pas à venir pousser les portes de chez Moto D. Ce sont près de 20 années d'expérience que nous mettrons à votre service afin de vous donner des conseils professionnels sur le choix de vos envies. Moto D, le numéro 1 de la moto d'occasion. Vous voulez goûter ? Avec une météo finalement fort agréable, la montée historique du Maquisard a une nouvelle fois rencontré un vif succès. Tant du côté des participants que du public venus nombreux se placer dans les quelques beaux virages de cette côte de 2340 mètres. Il y en a pour tous les goûts. Des autos mythiques pour les passionnés de voitures anciennes,
des youngtimers plus spectaculaires qu'efficaces, offrant aux passionnés de grands travers un spectacle tout en glisse. Bien sûr, pour prouver leur maîtrise, ces pilotes en profitent pour saluer leur public d'une main par la fenêtre tout en contrôlant leur dérive de l'autre main. Exactement comme le faisaient les pilotes de rallye provincial à la fin des années 80. On est bien là dans l'esprit de l'époque de ces voitures. Profitant par la même occasion pour marquer le bitume de leurs traces de gomme pour immortaliser leurs exploits. Plus showman que pilote, nous n'en retrouverons aucun au départ de la course à l'américaine qui récompense le plus efficace en termes de chrono. La course à l'américaine, c'est un seul chrono de qualification qui retient les 10 premiers qui s'affronteront à nouveau pour déterminer le podium final après application du coefficient d'âge. C'est François Despas, déjà précédent vainqueur, qui s'est montré le plus rapide lors de chaque pontée. Il est suivi par Grégoire Zestex qui offre ainsi un doublé de Lotus Elan. 22, bien que plus rapide sur le tracé, mais handicapé par le coefficient d'âge de sa Lancia, devra se contenter de la plus petite marge du podium. Tony Kevers ne suit pas le rythme et est relégué à près de 2 secondes du podium. Il devance la BMW de Lionel Junius qui clôture ce top 5 dans la même seconde que Kevers. Steve Fafra emmène la meute des poursuivants en reprenant la 6e place à Guillaume Glaude lors de la 2e montée. Guillaume Glaude, pourtant très à l'aise avec une Volvo 142, nettement moins agile et maniable que ses premières autos. La Porsche 935 de Stéphane Petré devance la Volkswagen de Bernard Cornet. Une autre Volvo, tout aussi peu agile et maniable que celle de Guillaume Glaude, vient clôturer ce top 10. Cette Volvo 240, pilotée par le préparateur spécialiste de la marque, Bernard Lamy. N'oubliez pas que nous avons toujours besoin de votre soutien et n'hésitez pas à partager et diffuser tout autour de vous. Cela nous fera un grand plaisir. Votre soutien à notre émission est très important. On part maintenant pour Staden avec le rallye Van Staden. Cette épreuve du championnat VAS avait une fois de plus attiré le gratin des rallymen ouest-flandriens sur un parcours similaire à l'Omloop van Vlaanderen. Les images sont signées Lassangle et Full Throttle. Direction Staden, c'est parti pour le résumé complet. Trouve le pictogramme Ma Balise NFC, approche ton smartphone, accède à du contenu enrichissant. Avec Ma Balise, offrez une nouvelle expérience à vos clients. Avec Ma Balise, entrez dans l'ère du commerce 3.0. Ma Balise, marketing de proximité. Ne risquez plus que vos clients trouvent vos produits sur le site de vos concurrents. www.mabalise.be. Racing Channel, l'Automoto Club Saint-Vite et l'organisation du TAC Rally présentent le East Belgium Rally les 27 et 28 septembre 2019 à Saint-Vite. L'East Belgium Rally, avant-dernière manche du championnat de Belgique des rallyes, comptant également pour le ERT Benelux Rally Trophy, un événement de l'Automoto Club Saint-Vite et du Tilt Automobile Club. Avec un plateau toujours intéressant, le rallye de Staden n'a pas échappé à la règle cette année encore. Sébastien Bedoret, venu ici pour tester sa nouvelle monture en vue du prochain rallye d'Allemagne, a fait preuve de tout son talent en empochant le meilleur temps dans chaque spécial. C'est donc tout naturellement qu'il monte sur la plus haute marche du podium. La course n'était pas a priori gagnée d'avance. De nombreux protagonistes locaux, en plus des habituels ténors de la discipline, tels Peter Tschun, Paul Lietard ou Patrick Sneyers, étaient aussi venus pour revendiquer la victoire. Des ennuis de transmission pour Stouff, des problèmes de boîte de vitesse pour Sneyers, des soucis moteurs pour Bragveld et Prinzi, autant de candidats qui ne verront pas l'arrivée. Des crevaisons pour Tschun et Lietard feront que Bedoret ne sera jamais vraiment inquiété dans sa course, lui permettant même d'essayer différents réglages de sa monture. Au volant d'une autre Skoda, ne bénéficiant pas des toutes dernières évolutions, Peter Tschun s'empare de la 2e place en concédant tout de même plus d'1 minute et demie au leader. Paul Lietard, vainqueur en historique, a mené la vie dure à Tschun, le devançant même durant une partie de l'épreuve. Lietard monte sur la plus petite marche de ce podium. Niels Reinvoet, au volant d'une autre Skoda Fabia R5, échoue au pied du podium pour une dizaine de secondes. Philippe Barbier, bien que très heureux de cette 5e place, est relégué à plus de 4 minutes du leader de Sébastien Bedoret.
Le peloton de chasse est emmené par la Porsche GT3 de Chris de Beezer qui a longtemps bataillé avec la Mitsubishi de Barbier. À la 7e place, on trouve l'Evo 10 de Bone qui ne prend que quelques secondes sur l'Evo 10 de Stefan Tunes qui lui évolue en pneus conventionnels et qui en plus de la 8e place remporte la Division 2. Derrière, on trouve les Renault Clio de Lowart et de Nice qui se classent respectivement 9e et 10e de cette édition du Rallye Van Staden. La prochaine manche de ce championnat VAS aura lieu au B-Short Van Casterley fin août. Cette émission est à présent terminée, mais rassurez-vous, on se retrouve déjà le mois prochain pour de nouvelles aventures automobiles. D'ici là, portez-vous bien sous le soleil ou en vacances. On se revoit le mois prochain. Bye bye!